Benoît Pelloual nous rejoint, il va nous y aider. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Directeur des investissements de Natixis Wealth Management, vous allez rendre votre verdict face au marché. Cet instant qu'on va vivre, ce verdict que vous allez rendre, est-ce que vous l'assumez ? Oui, parfaitement. On vous écoute. Eh bien, j'invite les investisseurs à se montrer vigilants et à ne pas se tromper de risques politiques. Les marchés, les investisseurs ne doivent pas se tromper de risques politiques. On parle beaucoup de géopolitique, ce n'est peut-être pas dans la géopolitique que réside pour les marchés en tout cas le plus grand risque. C'est votre message. C'est ça, exactement. C'est vrai que le début d'année est considérablement animé par la politique et surtout la géopolitique, avec l'intervention américaine au Venezuela, ce qui se passe actuellement avec le soulèvement en Iran et ce qui se profile probablement. Mais aussi spectaculaire que ça puisse paraître, on voit bien que la réaction des marchés est très très modérée à ces événements. Depuis le début de l'année, on voit que les marchés prennent ça avec beaucoup de calme. Et en réalité, on invite en tout cas les investisseurs, nos clients, à être vigilants parce qu'on est assez persuadé que le vrai risque n'est pas là. Le vrai risque pour les marchés, ce qui pourrait faire bouger les marchés, il est plus aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que effectivement, aux États-Unis, 2026 est une année électorale et on a des élections de mi-mandat qui sont très importantes pour Trump et c'est vraiment ça qui peut faire bouger les marchés. Oui, on va en parler dans un instant. On se demandera si l'interventionnisme de Trump commence à déplaire à Wall Street. On l'attendait comme grand libérateur de l'économie. Il met l'État fédéral au centre de tout. Là. Et il vient réglementer plein de secteurs. Il veut faire baisser les prix des cartes de crédit, les prix de l'immobilier, les prix des médicaments. Est-ce que c'est pas un peu trop pour Wall Street ? C'est une question qu'on va se poser. Mais juste avant, Benoît, est-ce que vous n'évacuez pas un peu trop vite la question géopolitique ? Le pétrole, par exemple, il remonte fort, là, encore en hausse aujourd'hui. Sur une semaine, on gagne 9% sur les cours du pétrole. Ce qui se passe en Iran ravive les craintes, peut-être d'un blocage à venir du détroit d'Ormuz. On en entend parler à nouveau. Si le régime iranien se sent menacé, peut-être voudra-t-il saboter ce détroit d'Ormuz et les questions autour du pétrole et de l'énergie se reposeront. Bref, est-ce que la géopolitique, quand même si aujourd'hui les marchés n'y ont pas surréagi, reste une menace ? C'est très clair, la géopolitique compte évidemment et à chaque fois il ne faut pas perdre comme boussole d'analyse d'essayer de déterminer si les événements vont avoir un impact assez significatif ou pas sur la croissance mondiale. Toujours est-il qu'à ce stade, effectivement, une fermeture du détroit d'Ormuz aura un impact considérable, mais elle est loin d'être aussi évidente. Il ne faut pas oublier toutes les forces américaines qui sont présentes dans la région, donc ce n'est pas quelque chose d'aussi automatique. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'économie américaine et la politique interaméricaine est très importante pour l'ensemble des marchés, c'est le premier marché mondial et l'économie américaine va driver vraisemblablement l'économie mondiale. Donc c'est bien la politique interaméricaine qui va compter à notre avis. Oui, c'est le principal risque et c'est là que risque de se passer des choses spectaculaires s'il doit s'en passer. Mais il s'en passe déjà en fait. En réalité, on voit en tout cas deux sujets qui émergent de façon assez nette. C'est cette affordability crisis, cette crise du pouvoir d'achat qu'on évoque souvent aux États-Unis et qui immédiatement, Trump essaye d'y répondre. Il est en difficulté dans les sondages. La plupart des sondages montrent que les démocrates gagnent du terrain et pourraient justement l'emporter aux élections de mi-mandat. Et puis, historiquement, dans 80% des cas, l'administration au pouvoir perd des sièges et très souvent la majorité au Congrès. Et il semble bien l'avoir compris. Ces actions à l'international, elles intéressent assez peu les Américains. Seul un tiers des Américains soutiennent l'intervention au Venezuela. Ce qui intéresse les ménages américains, c'est cette crise du pouvoir d'achat. D'où l'activisme aujourd'hui de Trump qui ne cesse d'intervenir dans l'économie. Et ces interventions dans l'économie américaine sont probablement beaucoup plus importantes pour les marchés et la perception des marchés que les interventions dans la géopolitique internationale. Mais pourquoi l'interventionnisme de Donald Trump peut poser un problème au marché financier ? Parce que relancer le pouvoir d'achat, c'est positif pour l'économie en soi. Alors je ne sais pas s'il y parviendra, mais la volonté, l'interventionnisme au service de la consommation, ça devrait être positif a priori. Alors il ne faut pas oublier que justement la problématique actuelle de l'économie américaine, c'est qu'elle est très fragmentée. On a d'un côté le top 10% des ménages les plus aisés qui ont profité de la bonne santé des marchés et le reste de la population qui est plutôt en difficulté et qui fait surgir cette problématique de pouvoir d'achat. Et on le voit à travers des indicateurs bien concrets, la remontée des taux de défaut, les crédits consommation qui sont quasiment à l'arrêt et surtout l'accessibilité à la propriété privée qui est historiquement difficile aux États-Unis. Pour l'instant, ça ne se voit pas trop d'un point de vue économique puisque ces 10% les plus riches représentent à peu près la moitié de la consommation, qu'il y a énormément d'investissements dans la tech, donc l'économie tient bien, mais d'un point de vue électoral, les mathématiques ne sont pas tout à fait pareilles et la majorité, elle est bel et bien en difficulté.
Et donc ça incite effectivement Donald Trump à intervenir beaucoup dans l'économie avec tout un tas d'annonces assez spectaculaires. Le problème, c'est que cette analyse, il ne faut pas oublier que la cause de cette situation, de cette économie fragmentée, c'est précisément des interventions incessantes dans l'économie. En réalité, on a remonté les taux d'intérêt, on a resserré la politique monétaire, mais en même temps, on a cessé de dépenser énormément dans l'économie à travers des politiques budgétaires expansionnistes, sous Biden, et également encore aujourd'hui avec Trump. Et même du point de vue de la politique monétaire, on a cessé de défendre l'idée d'un soutien quasi implicite de la part de la Réserve fédérale, ce qui a alimenté justement ces effets richesse et la liquidité justement sur les marchés. Donc au final, c'est précisément à cause de toutes ces interventions dans l'économie qu'on a une économie américaine qui n'a pas freiné, en tout cas pas assez pour regagner la maîtrise de l'inflation, et c'est le consommateur moyen qui en fait les frais aujourd'hui, avec une inflation plus persistante et surtout des taux d'intérêt qui ne peuvent pas s'ajuster puisque la Réserve fédérale n'arrive pas à baisser ses taux. Oui, parce que la croissance n'a pas suffisamment freiné, c'est ce que vous nous disiez il y a un instant. N'empêche, la principale l'encre vitale, on va dire, tient toujours, c'est le dollar. Il avait un peu baissé, c'est vrai, en début d'année, mais depuis, il tient. Il y a eu des attaques, là encore, ces dernières semaines, ces derniers jours, très frontales de Donald Trump, de l'administration, contre le patron de la Fed, Jerome Powell. Le dollar a à peine reculé. Est-ce que c'est le signe quand même que le marché ne croit pas à une dérive complète, et encore moins une perte d'indépendance complète de la Fed? C'est ça, c'est ce qui est rassurant, et c'est le deuxième sujet qui est éminemment politique. Ce sont ces pressions sur la Réserve fédérale américaine. Ça a été très spectaculaire, ce qui s'est produit en ce début de semaine, même si ça concerne spécifiquement les marchés financiers. Mais effectivement, cette procédure lancée contre le président de la Réserve fédérale, et surtout la réponse qu'il y a apportée, c'est-à-dire c'est très rare de le voir intervenir directement, et surtout de faire le lien entre cette procédure et d'établir un lien direct entre cette procédure et les pressions qu'il subit de la part de l'administration. Et tout ça, ça fait suite à une longue série d'intimidations, de pressions, la nomination de Stephen Miran au bord de la Fed, le limogeage de Lisa Cook, une membre de la Réserve fédérale. Donc c'est pas anodin, il y a bien des pressions qui s'exercent sur la Réserve fédérale américaine. Le risque de cela, et pourquoi c'est très important pour les marchés financiers, il est de deux ordres. C'est que là, pour le coup, on ne parle pas de persistance de l'inflation, c'est-à-dire que si bel et bien on perd confiance, et ce n'est pas le cas quand on regarde l'évolution du dollar, fort heureusement, mais si on perd confiance dans l'indépendance de la Réserve fédérale américaine, on peut être face à un choc d'inflation avéré. C'est bien documenté d'un point de vue académique, lorsque les anticipations des agents économiques remontent à long terme sur l'inflation, ça fait bien remonter l'inflation réelle de façon rapide, et surtout, ça fait planer le doute quant à la crédibilité de la Réserve fédérale, un peu ce qu'on voit justement dans les pays émergents, et ça c'est très important, puisque la perte de confiance éventuelle dans les actifs américains pourra avoir des conséquences importantes pour les marchés, puisque c'est la pierre angulaire des marchés financiers globaux. Et donc si aujourd'hui le dollar ne s'effondre pas, loin de là, baisse à peine, en revanche, l'or, nouveau record, aujourd'hui, nouveau record de l'or, aujourd'hui aussi, vraiment la séance du jour, nouveau record de l'once d'argent. Le platinum est aujourd'hui sur un plus haut de 18 ans et le cuivre quasiment sur un plus haut historique. Voilà. Vous voyez un lien avec ce que vous venez de décrire, également le risque géopolitique. Quand il y a des risques majeurs comme ça, on vient acheter des choses physiques, c'est le réflexe. C'est ça, c'est encore prématuré de voir une perte d'indépendance de la Réserve fédérale américaine, mais il y a bien une communauté de signaux entre la faiblesse du dollar, mais surtout le prix de l'or aujourd'hui, mais également ce qu'on appelle les primes de terme, c'est-à-dire les tensions qu'on peut voir sur les taux à très long terme, les taux à 30 ans notamment. Alors cette hausse des cours des métaux, elle porte notamment le Chili, la bourse péruvienne. La bourse chilienne gagne 9% depuis le début de l'année. Lima, la bourse du Pérou, elle gagne 8,8%. Voilà, pas de jaloux effectivement, parce qu'en plus le cuivre, l'argent sont hyper importants dans l'industrie et l'industrie électronique. On en a besoin aussi pour conduire l'électricité. On rappelle que l'argent est le meilleur métal conducteur de l'électricité, plus encore que le cuivre, et donc un nouveau record de l'argent aujourd'hui. Vous savez qu'on a besoin de bâtir de plus en plus de réseaux d'électricité pour répondre à la hausse de la demande, les véhicules électriques, l'IA également très gourmande en électricité. L'argent aura un rôle à jouer là-dedans puisque c'est le métal qui conduit le mieux l'électricité. Merci beaucoup Benoît de nous avoir accompagnés. Merci. Benoît Pelloual, Natixis Wealth Management. Le CAC 40 est en toute petite hausse, pas vraiment de tendance ici en Europe. Il y a des valeurs en revanche qui bougent très fort. On reparlera de Fusion Group, promis, dans un instant, qui souffre et qui sur une semaine perd désormais plus de 25%.